Bonsoir, bonsoir, vous allez bien? Bonsoir, merci infiniment pour vos applaudissements. J'ai encore rien fait, mais merci beaucoup. Je suis extrêmement heureux d'être là devant vous ce soir. Très heureux. J'ai un petit peu mal à la jambe, mais j'espère que ça va pas trop se voir. Pour vous dire la vérité, j'ai joué ce spectacle 85 fois. En Suisse romande, j'ai jamais eu de problème. Je le joue une fois en Suisse allemande, je me bousille le mollet. Coïncidence? Probablement pas. C'est une grande occasion pour moi de jouer ici ce soir à Beausauvre, et c'est vrai que pour cette grande occasion, au départ, je voulais arriver en chantant New York, New York. Hein. C'est un peu plus sexy, un peu plus punchy que l'hymne vaudois, comme début du spectacle. Mais bon, hein, j'ai préféré pas vous mentir sur la marchandise. Hein. Je préfère être honnête, comme ça on part sur de bonnes bases. Hein. Que dans ces lieux règne à jamais l'amour des lois, c'est l'hymne vaudois. Les instructions me semblent assez claires. Hein. Il faut non seulement obéir aux lois, mais adorer ça. Adorer rouler à 50 alors qu'on pourrait très bien rouler à 100? Mais oui, hein, pourquoi toujours vouloir se presser? On veut arriver à Noël tous en même temps de toute façon, bien. C'est pour ça qu'on dit que dans chaque Suisse, il y a un flic qui sommeille et que dans chaque Vaudois, il est bien réveillé. C'est pas très sexy d'être vaudois, c'est ça que je veux vous dire. Hein. Là, ici, ce soir, à Morges, sur la côte lémanique, le plus bel endroit du canton, il n'y a aucune femme dont le fantasme secret soit de passer une nuit bestiale avec un vaudois. Ça valait la peine d'essayer. Hein, c'est comme le Major d'Avel, notre héros cantonal, on voit pas tous forcément qui c'est. Hein, et ça, c'est normal. C'est parce que c'est un mec qui a eu l'idée d'une révolution. Il aurait réussi, je sais pas, tu vois, on aurait pété une marmite et chanté 3 chansons comme nos amis genevois. Mais là, il a juste eu l'idée. Ça s'est passé à peu près comme ça. Il y a très longtemps, les Bernois ont envahi le pays de Vaud. Wouh! Déjà à Zurich, ça va maintenant. Il y a très longtemps, les Bernois ont envahi le pays de Vaud. Enfin, envahi. Les mecs, ils allaient faire une guerre du côté de Genève. Et en passant, ils se sont dit c'est joli par ici. On reste. Votre seigneurie de Berne, pas vous déranger ou quoi, mais quand est-ce que vous pensez repartir du côté de Berne? Ah bah jamais. Ah, maintenant, nous sommes vos maîtres, vos excellences, c'est à nous que vous allez payer vos impôts, et puis pendant que vous y êtes, vous allez m'adopter le protestantisme. Oh. Alors vous savez, protester, c'est pas tellement notre truc, hein. C'est juste un nom, du con. Ah oui, évidemment, évidemment. Mais alors, si on n'a pas tellement envie, comment est-ce qu'on pourrait procéder? Eh ben, je sais pas, battez-vous. Oh non! Avec mon dos, je peux pas! Non, mais le médecin a été très très clair, rien soulever de lourd, alors vous pensez bien que le fusil... Bah, alors, bienvenue chez vous! Après plus de 180 ans de soumission absolument docile, il y a un mec qui s'est rebellé. Davel. Alors il a rassemblé ses hommes et il a marché sur Lausanne. Bon, il est parti depuis Cuy. Hein. C'est à 9 kilomètres. C'est pas 40 jours dans le désert non plus. Hein. Et puis la terre promise, c'est la place de la Riponne. Alors bon, t'aurais pas de balles. Mais bon, n'enlevons pas Davel ce qui est à Davel, il rassemble ses hommes, il marche sur Lausanne, il va directement à l'hôtel de ville. Chers compatriotes vaudois, c'est qui machin, qu'est-ce qui vient pousser des gueulets par la travers? Unissons-nous pour bouter hors de nos frontières l'ignoble envahisseur bernois qui nous vole et nous opprime quotidiennement. Ouais, alors déjà, il vous faut une notification écrite pour prendre la parole, hein. On peut pas faire n'importe quoi non plus. Mais non, mais vous ne comprenez pas. Il s'agit d'une cause qui nous dépasse. Une cause pour laquelle nous devons être prêts à mourir et nous sacrifier. Il en tient une excité, machin. Mais moi, rien qu'à le regarder, je suis fatigué, donc, hein. On comprend bien, monsieur Davel, on comprend bien. On met volontiers ça à l'ordre du jour de la séance de demain. Appelle la police. Ils ont fait ça, ces messieurs de l'hôtel de ville. Ils ont fait semblant d'être d'accord avec Davel, juste le temps de le dénoncer aux Bernois. Le lendemain, il était arrêté, et 3 semaines après, il était exécuté. C'est ça, notre héros cantonal. Je veux dire, la CIA a tenté d'assassiner Fidel Castro plus de 600 fois, ils n'ont jamais réussi. Davel, en un jour, il était cuit. Attends, c'est pas Liberté et Patrie qu'on aurait dû écrire sur le drapeau, c'est... Essayez pas pu.
Mais non, mais nous, on aurait bien aimé se rebeller, hein. Mais bon, ça fait 108 ans qu'on est bernois. On est bernois, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Il n'y a pas marqué Moutier, bon. Parce qu'une rébellion, on sait comment ça va, ça fait du commerce, du chenil, des bringueries, ça, on sait. Mais entre nous, une rébellion, ça sert à quoi? Non, on veut simplement attendre que Bonaparte vienne nous libérer des Bernois. Parce qu'alors ça, les Français, la Révolution, ils savent faire. Ça sert à quoi? C'est une chose que j'ai souvent entendue quand j'étais petit, hein. Les jolis habits, c'est joli, mais ça sert à quoi? Les fleurs sur une table, c'est joli, mais ça sert à quoi? On veut bien payer, mais si les choses servent à quelque chose, hein. Il faut que les choses servent à quelque chose, autrement, on ne sait pas très bien pourquoi elles sont là. Si ces choses qu'on pourrait acheter, eh ben on ferait pas mieux de ne pas les acheter et de garder l'argent pour des choses utiles. Un fer à souder. Un Rabelais qui va bien pour sarcler les betteraves. Oui, alors l'outil avec lequel je suis entré tout à l'heure, chez moi, on appelait ça un Rabelais, hein. Chaque fois que je dis Rabelais, il y a toujours un professeur de français pour ramener sa science. Mais quand vous dites Rabelais, vous faites référence à l'auteur? Pas du tout. On ne sarclait pas les betteraves avec des bouquins. Bref, mieux vaut ne pas dépenser l'argent, mieux vaut ne pas. Il te faut dépenser toujours un petit peu moins que ce que tu gagnes. Ne fais jamais de dettes. Jamais de dettes. Quand je paye beaucoup d'impôts, ça veut dire que j'ai bien gagné ma vie. Pas besoin de tout le temps chercher à payer moins d'impôts. C'est un truc de radical, ça. Les radicaux, c'est toujours la politique des petits copains pour payer moins d'impôts, mais c'est pas tant la bonne formule pour le canton et puis la confédération. Alors le mec qui a l'air de diriger un orchestre comme ça avec ses mains, c'est mon père, qu'on va appeler Jean-Jacques, hein, puisque c'est son prénom. Jean-Jacques a toujours beaucoup travaillé, mais toujours tout seul. C'était le capitaine solitaire de l'exploitation agricole, efficace et pas cher. Tu comprends que si je voulais engager quelqu'un pour m'aider sur le domaine, eh ben il me faudrait avoir un plus grand domaine. Louer du terrain, des machines, des tracteurs, je gagnerais plus d'argent, mais j'en dépenserais plus aussi. Ce sera pas tellement la bonne formule. Ne jamais dépenser d'argent sans avoir fait beaucoup de calculs. C'est ça. C'est ça. Tu comprends qu'il y en a là qui tout à coup veulent voir grand, faire grand, qui achètent un gros tracteur, un Davy Brown de 240 chevaux. Alors je sais que 240 chevaux aujourd'hui, c'est une tondeuse à gazon. Mais à l'époque, ça semblait être un gros tracteur, hein. Qui achète un Davy Brown de 240 chevaux et puis qui se retrouve à perdre de l'argent. Les beaux tracteurs tout neufs, c'est beau. Mais mes tracteurs d'occasion, ils tirent la charrue, là. La même chose. La bonne taille pour l'entreprise efficace et pas chère, c'était je fais tout seul, comme ça je fais comme je veux. Pourtant, on avait toujours un invité sur le domaine, hein, José. José, c'était un ouvrier agricole, un immigré espagnol illégal qui habitait dans notre hangar. Il travaillait pas chez nous, mais il était là, hein. Dans le hangar, il y avait les machines agricoles, les tracteurs et José. Ouais, mais alors, pourquoi est-ce que tu le laisses habiter chez toi, là, ton gaillard? Il me gêne pas tant. Mais alors, il te paye un loyer ou bien quelque chose, ou bien? Non, mais ça me coûte pas grand-chose. Puis alors, c'est quoi cette montagne de merdier que t'as laissé là, non de bleu? Il y a quoi, la moitié de la décharge? C'est vrai que José allait chercher son mobilier à la décharge municipale, et plus il y en avait, plus il était content, hein. 5 tables, 8 lampes, 9 vélomoteurs. José, ça fait 8 lampes qui marchent pas, la 9e, elle va pas. Ah, elle marche, incroyable. Et la 11e télé, elle, marche aussi, fantastique. Il branchait tout ça sur l'électricité de Jean-Jacques. Il me fait ses branchements n'importe comment, bordel. Il va finir par me foutre le feu avec ses combines. Ça a jamais brûlé. Quelquefois, la police est venue chercher José. On le voyait dans le fourgon de police, derrière la vitre, l'air triste. Il était renvoyé en Espagne, et puis il revenait. En vélomoteur. T'imagines venir depuis l'Espagne en vélomoteur? Je veux dire, tu viens avec EasyJet, t'es souvent en retard, mais là, en vélomoteur.
Les flics demandaient toujours si José volait parce qu'il avait de l'argent sur un compte. Mais non, en fait. Il était ouvrier agricole, et comme les meubles à la décharge avaient l'avantage de ne pas être trop chers, il pouvait mettre de l'argent de côté. Bon, José a été arrêté plusieurs fois, mais il faut dire que quelquefois, il n'était pas très prudent. Un jour, par exemple, sa femme était là. En général, elle n'était pas là, mais là, elle était là. Alors, il a décidé d'aller lui montrer Morges. « Chérie, ça fait 20 ans qu'on s'aime, je t'emmène à Morges. » Ils y sont allés en vélomoteur. Enfin, José sur son vélomoteur et sa femme dans une charrette, derrière. Il pleuvait. Sa femme, qui était d'une taille respectable, portait un grand ciré jaune. Bon, José, à 15 km/h sur la route cantonale avec son poussin géant, ils se sont fait arrêter. José, prends le train. Le BAM est juste là. On sait que t'as les moyens de te le payer. Les flics nous l'ont dit la dernière fois qu'ils t'ont arrêté. Il est revenu, sans sa femme. Mon père a jamais véritablement eu d'emmerde, lui, par rapport au fait qu'il accueillait chez lui un immigré illégal. Je veux dire, là, aujourd'hui, si tu caches un sans-papier dans ton salon, t'as des emmerdes. Pas autant que si t'es, par exemple, je sais pas, l'entraîneur du Lausanne Sport. Mais t'as des emmerdes. Là, à l'époque, c'était juste un petit peu... Bon, monsieur Romain, c'est pas tout à fait légal, cette histoire. Et puis, c'est pas la première fois. Alors, on va vous demander de pas recommencer. Autrement, on sera obligé de prendre des mesures pas tout à fait très agréables, mais surtout pour vous. Là, c'est juste les frais administratifs. Mais la prochaine fois, on sera obligé de vous demander de vous acquitter d'un émolument supplémentaire dont le montant sera fixé par le juge. Une bonne journée à vous. José, il adorait tout de la Suisse. Ça y est, maintenant, je me demande si j'ai ma braguette ouverte, mais après, je vous jure, j'arrête. Je suis désolé. Non, mais non. Mais ça va, autrement, l'anxiété, je la gère bien, je te jure. Voilà, très bien. Tac, 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 tac. José, il adorait tout de la Suisse. Il disait « c'est propre ». Quand il aimait quelque chose, il disait « c'est propre ». Un vélomoteur qu'il avait trouvé à la décharge et qui marchait, même si c'était le 10e, c'est propre. Un patron qui payait 10 francs de l'heure plutôt que 8, c'est propre. Mais c'est vrai que tout est assez propre en Suisse. Sauf la maison dans laquelle j'ai grandi. Ma mère a toujours préféré la bonne humeur et la créativité au propre en ordre helvétique. J'ai entendu un truc joli ce matin à la radio romande. La poussière, c'est pas de la saleté, c'est de la poudre d'étoiles. Oui, t'as pas envie de faire la poussière, quoi. Non, fais chier. Écoute, je me dis, si je fais la poussière, ici, aujourd'hui, ici, dans une semaine, il y aura de nouveau de la poussière. Ouais. Eh ben alors je la fais la semaine prochaine. Comme ça, je la fais qu'une fois. Imparable. Du coup, à la maison, ça a toujours été un petit peu le bordel, mais un joyeux bordel. Et moi, ça me dérange pas du tout. J'ai toujours été très heureux dans la boue. Non, c'est vrai. Gamin, je jouais dans la boue, je jouais dans le sable, je jouais avec les taureaux, et puis je passais à table, sans transition. La boue, l'assiette, le sable, l'assiette, le fumier, l'assiette. Le fumier, d'ailleurs, j'ai jamais eu l'idée que ça pouvait être sale. Tu te laves les mains, Chipelou, avant de passer à table. Non, mais c'est pas grave, j'ai déjà fini de manger. Oh non, alors écoute, Chipelou, c'est un peu dégueulasse quand même, là. Puis tu m'as même pas présenté. Ah oui, alors, pardon, la dame, sympa l'équipe, vive la bonne humeur. L'important, c'est les relations humaines. C'est ma maman, Christiane. Je dis pas... Applaudissez Christiane, mais bien sûr. Je dis pas qu'aujourd'hui, je trouve pas ça un petit peu dégueulasse, mais c'est parce que j'ai molli. Je me suis laissé avoir par les gens de la ville. Ces imbéciles qui passent l'aspirateur, qui se lavent les mains, qui utilisent du gel antiseptique. Oh, passe-moi mon gel antiseptique. Non, mais alors celui-là, il me sauve la vie. Mais il te sauve pas du tout la vie. Il te fout plein de merde chimique sur les mains que tu vas bouffer la prochaine fois que tu te ronges les ongles. Oui, alors ce spectacle a été écrit avant la pandémie. C'est comme cette idée qu'on peut pas manger quelque chose sous prétexte que c'est tombé par terre. C'est quoi cette affaire? Si ça tombe dans quelque chose de très sale, comme un crachat, alors évidemment, c'est plus bon.
Mais autrement, c'est parfaitement comestible. C'est même étonnant, quelquefois, la saveur que ça peut ajouter à la chose. Moi, comme j'ai toujours eu envie de tout le temps manger, j'ai souvent profité de terminer la nourriture que mes camarades laissaient tomber par terre. Hein. Oh non, mon goûter. Laisse, je vais finir, avec un petit peu de sable, ça croustille. J'ai probablement été un petit peu loin, d'ailleurs. Vous vous rappelez de la vache folle? Ces vaches qui tremblaient comme des feuilles et qui se cassaient la gueule par terre parce qu'elles avaient bouffé des granulés pas bons avec de la farine animale dedans? Et moi, j'ai bouffé de ces granulés-là. Beaucoup, même. Hein. C'était comme des petits snacks. J'aimais bien ça. T'as faim, Chipelou? T'aimerais des 4 heures? Oh non, tu sais, je suis passé vers les taureaux, j'ai bien mangé, t'es gentil. Non, mais mes parents savaient pas que je bouffais de la nourriture pour les taureaux. Ils se sont toujours demandé pourquoi j'étais tellement agité. Le jour où je leur ai annoncé que j'avais la vache folle, ils ont compris. Du coup, ils ont appelé le vétérinaire cantonal. Oui, bonjour, Christiane Roman à l'appareil. Oui, alors écoutez, je vous appelle parce qu'il y a mon fils qui a la vache folle, ouais, et que j'aurais aimé savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse. L'abattre et l'incinérer. Non, attendez, c'est pas un taureau, c'est mon fils. Ça change rien, il faut prendre aucun risque sanitaire. Ouais, mais je trouve que vous allez un peu loin quand même, hein. Ben Jean-Jacques, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Va chercher une faux, quoi. Non, je vous rassure, mes parents n'ont jamais sérieusement considéré l'idée de m'assassiner. Pour des raisons sanitaires, en tout cas. Par contre, un jour, mon père a voulu se faire un taureau à la fourche. Il faut dire qu'il l'avait bien cherché. Déjà, il était valaisan, mais c'est pas tout. En plus, il lui avait fait un sale coup. Pourtant, le marchand de bétail, en arrivant, avait juré qu'il n'y avait aucun problème. Alors écoute, avec celui-là, on part quand même sur une bête de qualité exceptionnelle. Attention, sa sœur, à lui, c'est une reine. Elle a gagné des finales à Pro. C'est la vache à bon vin. Bon, toi, tu connais pas tes Vaudois. Attention, lui, c'est pas comme sa sœur. Non, t'inquiète pas. Lui, c'est un tout gentil, pas un bagarreur. Un romantique, je dirais même. Mon cul l'a balayé, toi. Un jour, Jean-Jacques entre dans le box pour répandre de la paille sur le sol pour le confort de ces messieurs les bovins. Et le taureau, tout tranquille, pas vous inquiéter, le regarde mauvais. Bon ben, Jean-Jacques continue à épandre de la paille, et ce con de valaisan le charge, le coince dans un coin. Là, je me suis dit que c'était fini. J'ai commencé à dire au revoir à ma femme et puis à mes 5 enfants. Il le jette en l'air 3 fois et il se couche sur lui. Heureusement qu'il s'est couché sur moi et puis qu'il m'a pas piétiné. Autrement, je serais mort. Alors tu comprends que sous mon taureau, là, j'ai juste réussi à sortir ma main gauche. Je lui ai attrapé le museau, ça l'a surpris. Il s'est levé, j'ai couru, je me suis foutu dans la mangeoire. Mon gaillard, il m'a suivi. Il arrive lancé à pleine vitesse. Il me fout une puissante pétaille sur la planche juste au-dessus de la mangeoire. Bam! Il me la pète en deux. Une planche comme ça, donc, hein. Gros coup de tête qui sonne un tout petit peu l'ami valaisan. Pendant quelques secondes pour lui, là, c'est un petit peu le lendemain du carnaval de Montaix. Ce qui laisse juste le temps à Jean-Jacques de sortir de la mangeoire et du box. Grosse peur, grosse colère. Cette chaconnerie de machin! On va le crever cette affaire maintenant tu te sors! Il y a une fourche! Ah, j'ai mal! Rude mal! J'avais tellement mal que j'ai dû rentrer à la maison. En arrivant à la maison, je me suis douché. Tu comprends que j'étais couvert de fumier. En sortant de la douche, j'avais mal, rude mal, de plus en plus mal. En arrivant dans la chambre, j'avais tellement mal que j'ai dû me coucher par terre. Christian n'était pas là, évidemment. Il n'y avait personne pour me mener à l'hôpital. J'ai dû appeler la voisine. Juste avant qu'elle arrive, j'ai juste réussi à mettre un slip. Quand elle est entrée, je lui ai dit... Je suis désolé, Elvira, j'ai pas réussi à m'habiller, j'ai trop mal, il te faut me mener à l'hôpital de Morges. Alors, le coup, je me suis fait défoncer par un taureau, je suis dans ma chambre, en slip, ma femme est pas là, il faut que tu viennes. Il faut vraiment être agriculteur pour le tenter. Hein. La paille que Jean-Jacques épandait sur le sol, il fallait bien qu'elle vienne de quelque part. Hein. La paille, ça vient des blés,
Si quelques jeunes voix se sont glissées dans la salle, que tout le monde puisse suivre. Quand on battait les blés, la moissonneuse-batteuse laissait derrière elle un gros andin de paille qu'on bottelait. Et grâce à une super tactique de Jean-Jacques, les bottes passaient directement comme ça dans un grand char rouge, une espèce de cage géante dans laquelle elles s'entassaient dans un grand désordre. Puis, Capitaine Jean-Jacques, au volant de son tracteur, torse nu, calvitie au vent, ramenait le char jusqu'au hangar où toute la famille était mobilisée. Les gamins, vous venez là devant, vous bougez pas, je veux vous voir jusqu'à ce que j'ai vidé les bottes. Là, il vous faut faire ainsi. Vous les prenez par les ficelles et puis vous les mettez sur le tapis roulant. Dimitri aide Chipelou qui a bien du mal là. Tu vois bien que j'arrive pas à faire beaucoup d'avance avec ma jambe, non sang. Quand on faisait la paille, mon père n'était qu'énergie et mouvement. Hein. Ça allait jamais tout à fait assez vite pour lui. Pêchez-vous, nom de bleu! Ils annoncent un orage! Il transpirait énormément. Heureusement, il avait toujours sur lui son mouchoir multifonction. Front, nez, torse, c'est tout ce que je sais. Aïe, oh, mais qu'est-ce que cette charognerie de bout de fil de fer fait dans cette botte, nom de bleu, là? Je me suis coupé, moi. Mais qu'est-ce que tu veux que je foute de ton gel antiseptique? Mais non, ça va pas s'infecter. Pêche-toi, nom de bleu. Ils annoncent un orage. La paille, c'est beaucoup de bonheur. Hein. Avec les bottes, les petites, les carrés, là, celles des années 90 et avant, on peut faire des tunnels, des maisons, des châteaux, toutes sortes de choses extrêmement créatives comme ça. Par contre, après, le cliché... Dans leurs déambulations adolescentes, le jeune garçon de ferme et la bourgeoise se retrouvent fortuitement dans la grange. Le moelleux des meules de foin, allitération sensuelle quand même. Le moelleux des meules de foin, un sein qui se laisse deviner sous une robe légère, une hanche comme une promesse, et un instinct millénaire qui les dépasse, les pousse irrémédiablement l'un vers l'autre et vers la découverte de leur corps. Non. Même pas un tout petit peu. Pourtant, on avait de très jolies voisines. Essayez pas pu. Non, le vrai bonheur dans la paille, c'est de sauter. Hein. Sauter du sommet du tas de bottes dans un amas de brins de paille qu'on avait accumulé auparavant. Quand on estimait qu'on en avait assez mis, on sautait. Et quand je veux dire estimer, je veux dire estimer. Hein. Concrètement, il y avait un sol en béton armé, un enfant qui sautait, et entre deux, une masse de paille qu'on espérait suffisante pour éviter sa mort. D'où l'importance de mentir un petit peu aux parents. Mais vous sautez pas de tout haut, là, quand même. Hein? Non. Et on sautait de haut, hein, 3-4 mètres. Du coup, au moment de t'élancer le premier, c'était toujours un petit moment de suspense, pas toujours couvert par la mobilière. Hein. Tu crois qu'on a mis assez de paille, là? Je sais pas, saute pour voir. Vous l'aurez compris, à la maison, il n'y avait pas tellement de règles qui étaient là par amour des lois. Je vous laissais pas faire n'importe quoi, quand même, hein? Tu vas pas dire ça dans ton spectacle. Mais c'est vrai que ma philosophie dans la vie, c'était de dire oui le plus souvent possible. Donc les règles à la maison, c'était pas gaspiller, pas mourir et pas laisser de papier dans la nature. Et puis bien s'amuser. Et puis pas faire de feu n'importe où. Pas faire de feu n'importe où. Jamais dans la paille, jamais dans la paille. Jamais dans le hangar en bois non plus. Jean Chopin qui fait du feu dans le hangar en bois. Mais partout ailleurs, oui. Partout ailleurs, oui, faire le plus de feu possible, le plus souvent possible, parce que rien n'est plus fascinant que le feu. Un jour, mon frère a inventé un canon à feu. Un truc qui tirait des balles de fusil à plus de 100 mètres. Qu'est-ce que tu fabriques, Dimitri? Je fabrique un vrai canon qui tire des vraies balles, comme un vrai fusil. Super!
Mais tu tires pas sur Chipelou alors, hein? Ça le calmerait. Oh non, écoute, alors tu vas pas nous tuer, notre Chipelou. Écoute, il a la vache folle, c'est pas sa faute, hein. Il est pas super, notre fils aîné, Dimitri, Jean-Jacques, il invente des trucs tellement super. Oui, c'est très bien, mais il te faut ranger la clé de 12, parce que la dernière fois que tu m'as inventé quelque chose de super, eh ben tu me l'as perdu, la clé de 12. Oh, mais Jean-Jacques, tu vas pas lui demander de ranger l'atelier, ça va pas ou quoi? Ça va brimer sa créativité. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que mon frère avait inventé un canon qui tirait très fort et très loin, mais il fallait attendre quelques minutes avant que le coup ne parte. On tirait en direction du hangar. Un jour, alors qu'on était à côté du canon depuis un petit moment déjà et qu'on s'attendait à ce que le coup parte d'une seconde à l'autre, José est apparu. Nom de bleu, qu'est-ce que José fout ici? Il était pas en Espagne? Pourquoi il revient toujours en janvier alors qu'il n'y a pas de travail dans les champs et qu'il fait moins 18 000? José, qu'est-ce que tu fais ici? José, qu'est-ce que tu... Non. Pas salut, José, reste loin, José, reste loin. Couche-toi. José, t'es décédé? J'espère qu'on n'a pas décédé José, hein. Moi, je me suis déjà senti vachement coupable la fois où j'ai volé des bonbons, alors là, si on a tué José... José, ça va? C'est propre. Oui, mais je sais, mais oui, José, ça nous fait plaisir de te voir, mais c'est-à-dire qu'il faut que tu nous préviennes quand même quand tu reviens, parce que là, on a eu très très peur quand même, tu sais. Tu pourrais prendre un verre, mais enfin bon. Un jour, Jean-Jacques a dû vendre le domaine. Et l'acheteur n'était pas particulièrement motivé à l'idée de garder José dans le hangar, hein. Pourtant, Jean-Jacques avait vraiment tout donné pour essayer de le convaincre, hein. Il veut pas tellement vous gêner. Étonnamment, ça n'a pas marché. Du coup, José est reparti et il n'est jamais revenu. Et moi, je trouve que si on réfléchit bien, José et Jean-Jacques, en plus d'avoir un prénom qui commence par la même lettre, se ressemblaient pas mal, hein, finalement. Travailleurs, bricoleurs, économes. Moi, je suis absolument certain que José aurait très bien pu, lui aussi, diriger une exploitation agricole efficace et pas chère. Mais bon, José et Jean-Jacques n'étaient pas nés sous la même étoile, comme dirait Hayam. Les étoiles, d'ailleurs, José, il est allé les rejoindre. Et j'espère que tout est propre pour toi là-haut, mon José. Que personne ne te tire dessus. José disait toujours propre et Jean-Jacques toujours charognerie ou charrette, hein. Si quelque chose ne marchait pas, ça charrette des machins qui marchent pas, je m'en vais le foutre loin, puis en fabriquer un moi-même. S'il s'était laissé emporter et qu'il avait trop travaillé la veille, ah, charrette, tu vois, hier j'ai trop fait, et puis maintenant j'ai mal au dos. Ou alors si tout à coup il se rendait compte qu'il était en retard. Oh, charrette, 1 heure, il me faut aller au champ, la batteuse doit déjà être là. Un jour, Jean-Jacques s'est retrouvé dans une charrette de situation. Jean-Jacques, réveille-toi, j'ai perdu les os. Ah oui, perdu les os, très très bien. Alors, il me faut te mener à l'hôpital. Charrette, 6 heures, il faut que j'aille donner à manger au taureau. Alors, je t'arrête, je te dis, j'ai perdu les os, mon premier gamin, et ta réaction, c'est charrette, il faut que j'aille donner à manger au taureau. Tu te fous de ma gueule ou bien? Alors, il faut pas le prendre comme ça. Tu sais, moi j'ai déjà 3 filles, je connais un petit peu la maniclette. Ça met un moment à venir, ces machins. Hein, on a le temps. Moi, je vais vite donner à manger au taureau. Dans une bonne heure, je suis de retour. Puis entre deux, s'il y a un problème, tu m'appelles sur mon attel. D'abord, on est 1982, les natels, ça n'existe pas. Eh ben alors, courage! Je viens de devenir papa d'une petite fille il y a 10 mois. Du coup, ce passage prend une toute autre ampleur pour moi.
Je vous le dis tout net, si j'avais fait ça, je serais pas là ce soir pour vous en parler. J'aurais succombé à mes blessures. Le fait que mon père élève des taureaux, ça a marqué mon enfance. J'ai toujours beaucoup aimé les taureaux et j'ai toujours adoré les manger. La viande, j'adore ça. Alors attention, je vous parle pas des viandes insignifiantes. Le porc, ça sert à rien. Le poulet, c'est un légume. Le poisson, c'est pire que le poulet, il y a des arêtes. Mais bon, le bœuf saignant, c'est comme le cervin, là. La preuve que Dieu existe. Alors je sais, manger de la viande, c'est pas bien. D'ailleurs, j'arrête complètement. À la limite, tuer des animaux, j'en ai rien à foutre. Mais je vais reformuler ça, d'accord ? Je vais reformuler ça. La protection des animaux n'est pas ma motivation première pour renoncer à la viande. Je vais pas avoir tous les véganes du canton au cul, ou pire, Émeric Caron. Non, ce qui me motive en vérité, c'est la protection de l'environnement. Hein. Malheureusement, la production de viande, ça consomme beaucoup d'eau, c'est responsable de beaucoup de déforestation. En plus, les animaux pètent, c'est très mauvais pour le réchauffement climatique. Bref, il y a une petite semaine, j'ai senti que la planète avait besoin que je la sauve, alors je suis devenu végétarien. Et ça marche pas du tout. Le premier jour, pas de problème. Hein. La nuit, j'ai rêvé que je mangeais des pâtés à la viande, mais le premier jour, pas de problème. Le deuxième jour, j'avais un dîner à l'apéro de la viande séchée, pas de problème. Le troisième jour, j'ai craqué. Mais bon, une copine avait fait du bœuf, je pouvais pas ne pas... Puis j'avais peur de passer pour un chiant. Tu sais, celui qui est toujours prêt à dégainer son téléphone portable juste avant qu'on passe à table. Je pense que c'est important que tu vois ces images. Elles ont été filmées dans un abattoir allemand. Voilà ce que tu t'apprêtes à ingérer. Bref, le troisième jour, j'ai craqué, mais j'ai pas lâché l'affaire. J'ai regardé des vidéos, j'ai lu des articles, et gonflé à bloc, j'ai repris ma cure de tofu pour 3 jours. Le quatrième, j'ai commandé une marguerite, et j'ai eu des regrets. J'ai couru en cuisine pour rechercher le serveur. Je vais prendre le steak, en fait. Vous savez quoi ? La côte de bœuf. Mais monsieur, c'est pour 2 personnes. Je m'en fous. Fais péter la côte de bœuf bleue et rajoute une grosse motte de foie gras à cheval dessus. Et comme un gros psychopathe, j'ai bouffé ma côte de bœuf pour 2 seuls à ma table. J'ai kiffé comme un malade. Ça m'a reconnecté à mes instincts les plus bas. J'ai adoré ça. Je rêve de devenir végétarien. Je vous jure que c'est vrai. Il y a des gens qui pensent que c'est un sketch anti-vegan. Pas du tout. Vraiment. Je trouve ça très très bien que les gens soient véganes. Les autres. Non, c'est vrai. C'est vrai, après tout, c'est beaucoup plus cohérent, hein, beaucoup plus consciencieux, beaucoup plus écolo, beaucoup plus 21e siècle, très bien. Mais manger de la viande, pour moi, c'est plus qu'un goût, c'est une orientation sexuelle. J'ai un copain qui m'a dit « Tu agirais pas comme ça si tu devais tuer l'animal toi-même. » Mais bien sûr, passe-moi un fusil et je te dégomme un taureau dans son champ. C'est beaucoup plus respectueux comme ça. Attention, je ne suis pas pour la souffrance animale. Elle ne me procure aucun plaisir, bien au contraire. J'irai jusqu'à remercier la bête pour sa vie avant de l'abattre. Mais après, je tire. Je lui coupe la tête, je la vide de son sang, de ses entrailles, je la dépaisse et je me fais un tartare à même la bête. Pas énormément de végétariens ce soir. Il faut dire que j'ai faim comme garçon. Littéralement, j'ai la dalle. J'aime manger de grandes bouchées de tout, hein. Calmement, prendre le temps d'apprécier les choses. Ça me fait chier. Manger, j'aime bien. Bouffer, je préfère. Et puis je déteste devoir attendre avant de manger quelque chose. Hein. Ah, je l'achète aujourd'hui et puis je le mangerai dimanche. Non! Ce que j'achète maintenant, j'ai envie de le manger maintenant. Ce qui n'est pas très pratique pour faire des courses. Hein. Souvent, je me retrouve à la caisse avec que les emballages vides et un gros mal de ventre. On dit que c'est bien de sortir de table le ventre léger. Non, c'est chiant. Si j'ai pas trop mangé, j'ai pas fini de manger. Du coup, je fais des jeûnes pour apprendre le plaisir du moins.
avec un accent circonflexe, c'est très important de préciser. Je fais des jeûnes pour apprendre le plaisir du moins. Je pars en France 1 semaine avec des inconnus pour pas manger et ça coûte 800 €. 800 € pour rien manger, ça fait cher au kilo. Oui, papa, ça fait cher au kilo. Hein. Il a connu les tickets de rationnement pendant la guerre, alors forcément payé pour ne pas manger. Il voit pas trop le concept. Cet endroit où je vais faire des jeûnes, c'est tenu par un couple d'Allemands, Gisbert et Gertrude. Gisbert und Gertrude. C'est un endroit un petit peu rustique comme ça. Alors dans ces semaines de jeûne, il y a des mecs avec une tendance à l'embonpoint, hein, comme votre serviteur, qui picolent comme des salauds toute l'année, comme votre serviteur, et puis qui viennent là pour se purger parce qu'ils en ont vraiment besoin, comme votre serviteur. Et puis, il y a des troupeaux de véganes comme ça en migration qui viennent se purger de tous les cervelas qu'ils n'ont pas mangés. Il y en avait une, elle s'appelait Corinne. Elle était végane, ne buvait pas d'alcool et pas de café. Qu'est-ce qui reste? Je sais pas. Elle avait le teint lumineux et un petit peu énervant, des gens qui traînent dans les biocopes, qui ont toujours des huiles essentielles sur eux, au cas où. Jambes cassées, pas de problème. Huile essentielle de lavande. Vous vous êtes fait défoncer par un taureau, sans souci. Huile essentielle de géranium. Elle me dit, quand je suis au travail et que je me retrouve devant la machine à friandises, où je ne vais jamais d'habitude, je sens que j'ai touché le fond et qu'il faut que je vienne faire un jeûne. C'est mon 11e. Oula, Corinne, ce serait pas une petite semaine kebab et tequila qui te ferait du bien à toi? Moi, j'étais obligé de lui avouer que je mange de la viande, que je bois du café, de l'alcool, des fois beaucoup trop. Du coup, ma nourriture officielle de gueule de bois, c'est le McDo. Elle a fait 3 jours de coma. À l'opposé, on avait Luc. Luc, il dirigeait une menuiserie, il avait 3 maisons, 4 voitures et une femme dont le visage bougeait plus beaucoup, Botox oblige. Luc aimait les côtes de bœuf, le quad et les blagues sur l'apéro. Sérieusement, alors que ça faisait 4 jours qu'on bouffait pas, Luc faisait tout le temps des blagues sur l'apéro. Simon, 17h, qu'est-ce qui se passe? Petit apéro? On se retrouve devant la maison, là, tu m'amènes 2-3 olives, je t'amène un petit œil de perdrix, un petit rosé millésimé, quelque chose d'un tout petit peu correct. On n'est pas dégueu, après tout. Luc rentrait du Maroc, où il était allé faire une semaine de quad avec ses copains en emmenant 120 bouteilles de vin. Sachant qu'on bouffait au resto le soir. Hein. Oh, j'aime mieux dire qu'on prenait soin de s'hydrater, mon petit Simon. On était dans le désert quelque part, j'ai envie de te dire. Ah, Simon, tu me plais bien. Non, sérieusement, tu me plais bien. Là, j'ai ma fille, ma petite dernière, 28 ans, célibataire, très jolie, très chiante, ça va toujours de pair. On regarde sa mère. Vous feriez un sacré joli petit couple. Mais bon, mon lapin, comédien, t'as pas les moyens de sortir avec. Il m'a vraiment dit ça, cet enfoiré. Le reste du groupe, c'était des quinquagénaires qui cherchaient leur centre. Des gens qui te disaient des trucs du style... Tu viendras sur scène après qu'on voit ça de visu. Des gens qui disaient des trucs du style... J'ai travaillé dans l'administration pendant 25 ans. Puis là, il y a 2 ans, j'ai eu un petit problème de santé. Ça reste pas facile pour moi d'en parler. Alors j'ai senti que mon corps me disait qu'il fallait que je m'écoute plus. Quelque chose que mon père ne m'a pas beaucoup dit. Alors j'ai arrêté mon travail et je me suis lancé dans une formation de chaman. Je suis en train d'ouvrir mon cabinet, j'ai quelques clientes, principalement ma mère et ma sœur, mais les choses se mettent gentiment en place. Ils sont souvent dans la phase de mise en place. C'est très rare de tomber sur quelqu'un qui te dit « Je suis thérapeute par la couleur, je me fais plein de pognon ». Après avoir rencontré mes camarades, la semaine a véritablement commencé. Gertrude nous a rassemblés sur la terrasse en herbe et maintenant, chacun va chercher une petite fleur pour commencer la semaine en redonnant quelque chose à l'univers. Commencer la semaine par un cadeau, un don de soi. Alors on a tous été chercher une fleur
Ouais, mais de Dieu, excuse-moi, là, je suis qui, moi? Le jardinier, la bonne, qu'est-ce qui se passe? Luc! Tu ne dois pas jeter la fleur comme ça sur le sol, comme une poubelle de je sais pas quoi. Tu dois poser la fleur délicatement sur le sol, avec beaucoup d'amour et de respect, même si elle est un peu fanée. Mais je veux qu'elle est fanée. Oh, il fallait quoi, que je me fasse la moitié de la colline pour t'en trouver une jolie? Je suis pas payé pour être ici, moi. Beaucoup d'acidité dans ce corps. La fleur, même si elle est un peu fanée, elle est quand même belle, elle a quand même une âme, la fleur. Après, on a fait la danse de bienvenue, sur une musique qui sortait d'une radio que Gertrude avait achetée en solde, en 1991. Souvent, la musique s'arrêtait, on ne savait pas quand elle allait reprendre, ni si elle allait reprendre. C'est pas grave, même si la musique, elle s'arrêtait, nous, on continuait. 4 pas sur la droite, 4 pas en avant, on levait les bras, on repart derrière sur le... On relève, on levait les bras, Luc, on levait les bras. Ouais, mais chier de Joe's machin. Mieux te dire que je reviendrai pas, moi. Très bien. Très bien, Corinne. Levez les bras. Très bien, Corinne. Alors là, tu sais, Gertrude, rien que la danse de bienvenue, j'ai déjà complètement oublié la machine à friandises. Et pour terminer cette danse, on balançait les bras 3 fois en l'air. On va chercher l'énergie dans le ciel. On l'amenait sur la terre. On crée une grande colonne de lumière dans laquelle on va se baigner toute la semaine. Achtung mal, 1, 2, 3. Youhou! Et maintenant, tout le monde, il va prendre la purge et passer une bonne nuit aux toilettes. Alors, on a tous été boire un grand bol d'eau salée, tiède, qui nous a merveilleusement lancés dans cette semaine de jeûne. Ça peut paraître bizarre, hein, les fleurs qui ont une âme, la danse de bienvenue, la lumière qu'on va chercher dans le ciel pour l'amener sur la terre. Moi, j'ai fait l'école Steiner. Pour moi, ça, c'est un lundi matin comme un autre. L'école Steiner, c'est comme l'école publique, mais tous les profs, c'est Gertrude. Vegan, Birkenstock et accent allemand. L'école Steiner, c'est une farandole constante. Hein. Tout est prétexte à se donner la main, à chanter une petite chanson et à faire une ronde. Hein, la Saint-Nicolas, la Saint-Michel, le bazar de Noël, les fêtes trimestrielles. Dans les entreprises, il y a des objectifs trimestriels. À l'école Steiner, il y a des fêtes trimestrielles. Et hop, pour l'occasion, une petite peinture à l'eau, une ronde et une chanson. À l'école Steiner, la cafétéria, c'est un festin vegan perpétuel. C'est bien simple, le slogan officiel, c'est « Tous les jours, c'est boulgour ». Les anthroposophes, ceux qui ont inventé l'école Steiner, sans le savoir, ils ont aussi inventé la bobo-attitude. Hein. C'est les premiers bobos sapiens, si vous voulez. Hein. Et que ça porte son bébé dans une écharpe en lin achetée au magasin du Monde. Et que ça fabrique son pain, que ça fabrique ses habits, que ça se brosse les dents avec une branche de sapin. À l'école Steiner, t'apprends pas seulement à écrire dans un grand cahier artisanal, comme ça, avec des blocs de cire de couleur. On apprend aussi à écrire avec notre corps. On apprend nos lettres en eurythmie. Alors, l'eurythmie, c'est quand la chair se fait verbe. Whatever the fuck that means. Hein, c'est un art du mouvement, un truc pour prendre conscience de ton corps et de l'espace, de ton corps à l'intérieur de l'espace. Bref, un truc de quadragénaire qui fait ça pour soigner son burn-out. C'est super, mais à 13 ans, la conscience du corps et de l'espace, tu t'en tapes le cul au lustre. Demander à une meute de puceaux en rut de faire de l'eurythmie,
C'est comme demander à une meute de hooligans de faire du yoga pendant un match. Tout ça en tutu pastel devant toutes les filles de la classe et en silence. Ça donne à peu près ça, hein. Ça donne à peu près ça. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Je rends pas véritablement justice à la chose, hein. 2 minutes. Bref, vous voyez l'idée, quoi. Ah, professeur de rythmie, c'est pas facile. Hein. Professeur de rythmie, c'est vraiment pas facile. Prof d'allemand à côté, c'est des vacances à la plage. Hein. Moi, ma professeure de rythmie, elle s'appelait Madame Blumenstuck. Hein. Non, vraiment, Simon, j'aurais besoin que tu t'investisses beaucoup plus dans ce mouvement. J'aurais besoin que tu sentes l'énergie comme ça, qui part depuis ton centre, qui monte dans ta poitrine, dans tes bras, qui va jusque dans tes doigts, et tu imagines un fil de lumière qui lie tes doigts au ciel. Allez, vas-y. Il y a un an, j'ai recroisé Madame Blumenstuck. Hey, Madame Blumenstuck, vous vous souvenez de moi? Malheureusement, oui. Ah, je suis désolé, je suis vraiment désolé. Hein. On vous a tellement malmené en cours de rythmie, surtout moi. Mais vous avez l'air d'aller super bien. Vous avez l'air d'être en pleine forme. J'ai arrêté d'enseigner le rythmie. Je me suis lancé dans une formation de chaman. Ma mère, ma sœur, mon cabinet, tout ça. Non, mais c'était compliqué pour moi, à l'école Steiner, de faire les choses avec calme et conscience. Hein. Comme avec Gertrude, poser la fleur sur le sol avec calme et conscience plutôt que de la balancer. Au cours de forge? Oui, parce qu'on avait des cours de forge. On devait poser le marteau sur l'établi avec calme et conscience. Putain, c'est un marteau, quoi! Je viens de l'utiliser pour taper pendant 25 minutes comme un malade sur un morceau de fonte et maintenant il faut que je le pose sur l'établi avec calme et conscience. Bon, le calme, c'est pas vraiment mon truc, hein, on s'en est peut-être rendu compte, là. Du coup, mon professeur principal, Monsieur Yuli, me disait souvent des trucs du style « Simon, ton ventre est une caverne. Dans cette caverne, il y a un lac. Le lac se calme maintenant, les vagues s'apaisent. » Mais pas du tout! Dans mon ventre, c'est une tempête et dans mon slip, c'est le carnaval de Rio. Simon, trop d'agitation. Va dans le parc de l'école chercher 5 feuilles de 5 arbres différents. Alors j'ai été dans le parc de l'école chercher 5 feuilles de 5 arbres différents, et puis je suis revenu en sifflotant. Simon, il ne faut pas siffler, ça fait fuir les anges. Ouais, mais ça fait venir les chiens. Simon! Trop d'agitation! Je retourne dans le parc de l'école, c'est ça? Non! Maintenant c'est grave, très grave! Va coudre un lutin de laine et tricoter un bonnet. À l'école Steiner, quand tu es petit, il n'y a pas de notes. Après, oui, mais pas quand tu es petit. Quand tu es petit, il y a juste des petits secrets bleus. Les petits secrets bleus, c'est des évaluations poético-éducatives que tu reçois à la fin de l'année. Cette année, Simon a eu faim d'apprendre. Telle une chenille curieuse, il a dévoré avec passion les feuilles de l'arbre de la connaissance. Bravo. On espère que cette chenille profitera des vacances d'été pour se transformer en un papillon calme et serein qui illuminera la classe de ses gracieux battements d'ailes. Moi, je suis ravi d'avoir fait l'école Steiner. Déjà parce que ça me dédouane de toutes les conneries que ça vient de raconter.
Et en plus, parce que je suis dyslexique comme un cul. Et qu'ils ont été très gentils, très compréhensifs et très sympas sur ce sujet-là. Je lis pas bien quand même, hein, c'est quand même assez catastrophique. C'est pas grave, Simone, ça va venir. Il faut continuer de travailler dur et ça va venir. Il faut laisser le temps à la fleur. D'éclore à la graine de... germer à la chenille. Arrête! C'est trop long quand tu parles, ça m'angoisse. À la fin de l'école Steiner, chaque élève devait faire ce qui était appelé un chef-d'œuvre. Alors c'est probablement une très mauvaise traduction de l'allemand, mais c'est quand même comme ça que ça s'appelle. Alors moi déjà à l'époque j'avais décidé de sauver le monde et puis rapidement j'ai compris que j'arriverais pas à devenir végétarien. Alors j'ai fait une pièce de théâtre, Novecento d'Alessandro Baricco. Et ça a été mon meilleur petit secret bleu. Du coup ça a convaincu mes parents que c'était une super idée que je fasse comédien. Papa, maman, j'aimerais faire comédien. Super! Oui, c'était très bien, mais il te faut apprendre un autre métier, d'abord. Oh, mais Jean-Jacques, tu vas pas lui demander d'avoir les pieds sur terre, ça va pas ou quoi? Rappelle-toi Novecento. Maman, papa, j'aimerais aller à Paris, au cours Florent. Super! Alors j'ai été au cours Florent, et là ils m'ont dit, tu es habillé de manière très bizarre. Oui, c'est pour la conscience du corps et de l'espace. Ils ont pas compris. On peut enlever le verre, il sert à rien. Alors j'ai été au cours Florent, comme tous les Suisses qui veulent faire du théâtre à Paris. Enfin, quand je dis les Suisses qui veulent faire du théâtre à Paris, je veux dire les Suisses qui rêvent de devenir connus, mais qui disent que c'est pour faire du théâtre parce que ça fait plus intello et respectable. Ça, j'avais compris. Hein. Quand les gens me disaient « Ah, tu montes sur Paris pour devenir une vedette », je répondais « Oh non, 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 pas du tout, pas du tout. Non, 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 moi je veux faire du théâtre dans des caves, l'art pour l'art, le théâtre pauvre, Grotowski, tout ça. » Ça, j'avais compris. Mais j'avais pas intégré tous les codes du métier non plus. Par exemple, un 10 novembre, à la fin de la classe, notre professeur nous a dit « Ah mais attendez, en fait, demain c'est le 11 novembre. Demain, il n'y a pas cours, les amis. Demain, il n'y a pas cours parce que c'est l'armistice et on va entendre la Marseillaise dans toutes les rues de Paris. » Et moi, comme un con, je lui ai répondu « Oh, mais arrêtez avec votre armistice, là. La dernière guerre que vous avez gagnée sans l'aide des Américains, c'était Napoléon, alors bon... » Grave erreur! J'en ai chié toute l'année après ça. Mais c'est parce que j'avais pas encore compris un élément essentiel du monde du spectacle, l'hypocrisie. Ah, ça, l'hypocrisie dans le monde du spectacle, c'est important. Hein. Comme comédien, si tu veux travailler, il faut flatter. Il faut mentir, soyons clairs. À la fin d'un spectacle pendant lequel tu te fais chier comme un rat mort, tu cours vers le metteur en scène. Ah ouais. Ah ouais, bravo. Non, il y a un univers tout à fait singulier, il y a comme ça un endroit de la parole qui déplace quelque chose chez nous, c'est long, mais c'est... J'arrête, il faut que j'aille prendre mon train, on s'en reparle, hein, d'accord? Bon, papa, maman, maintenant que j'ai été à Paris, j'aimerais aller à New York. Super! Oui, c'est très bien, mais ça veut nous faire des frais. Oh, mais Jean-Jacques, tu vas pas lui brimer sa créativité, ça va pas ou quoi? Rappelle-toi Novecento, va à New York mon fils, fais de ton mieux et n'oublie pas d'être heureux. Alors dans l'idée de devenir Leonardo DiCaprio, je suis allé à New York. Et là je me suis retrouvé un petit peu dans la situation de José. Attention un tout petit peu, j'y suis pas allé en vélomoteur. Ce que je veux dire, c'est que j'avais pas le droit de travailler légalement sur les territoires américains et que j'étais toujours emmerdé pour des histoires de visa. Pour des histoires de visa, justement, je me suis inscrit dans une école de danse. Alors, quand t'es fils d'agriculteur avec une tendance à l'embonpoint, c'est pas forcément écrit que tu deviennes danseur. Billy Elliot, non. Ah, l'école de danse à New York, ça a surpris. Hein. Même ma mère n'a pas eu peur de brimer ma créativité. Hein.
Alors écoute, Chipelou, franchement, une école de danse, je vois pas, non? Écoute, t'aimais pas le rythme, alors pourquoi est-ce que tu veux faire de la danse? Et puis tu dansais pas dans Novecento. Finalement, cette école de danse, ça s'est très bien passé. Je suis même devenu prof de pilates par la suite. C'est pas très gentil de rigoler. Mais on en parlera peut-être dans un autre spectacle. S'il en existe un, rien n'est moins sûr. Parce que mon metteur en scène veut pas trop que je me disperse. Alors écoute, Simon, ce que tu peux faire, c'est nous rendre service à toutes et tous et pas nous enquiquiner avec un spectacle de 2 heures. On n'a pas que ça à foutre. Ah, il est lumineux, mon metteur en scène. Hein. Genevois et parisien, double couche de bonne humeur. Pour payer cette école de danse, je travaillais dans un restaurant en mode José. Hein. Si la police arrive, vous sortez par les 2 portes de derrière et vous marchez sur 3 blocs. Dans ce restaurant, j'avais un patron tout droit sorti d'un film, John. John, il débarquait au meeting d'avant-service. Oui, parce qu'aux États-Unis, il y a des meetings d'avant-service pour booster les troupes. Il posait son flingue sur la table. OK, guys, somebody tell me what's the special tonight. Oui, parce qu'aux États-Unis, il y a des spéciales, hein, en plus du menu régulier. C'est à peu près tous les soirs les mêmes, mais là n'est pas la question. Il faut que le client se sente spécial. Les amis, je vais parler un tout petit peu anglais. Je vous jure que même si vous pipez pas un mot de la langue de Shakespeare, vous pouvez tout comprendre. C'est une promesse électorale. OK, guys. Somebody tell me what's the special tonight. Parce qu'il y a des spéciales aux États-Unis, comme je viens de le dire. Go out there and make me some money. Get the people seated quick. Boom, appetizer, glass of wine, entree, bottle of wine. Get them drunk so they're happy. Dessert, coffee, and get them the fuck out of here. Turn the tables. In, money, out. On sait pour qui il a voté, lui, hein. John était marié, mais sa vie sexuelle était au point mort. We don't fuck no more, Simon, me disait John en parlant de sa femme. Du coup, il vivait sa vie sexuelle un petit peu comme il pouvait. Déjà, il allait chez les Chinese ladies qui faisaient des massages avec une fin heureuse. Tu devrais venir avec moi chez les Chinese ladies, Simon. Good times. Comme un con, j'y suis jamais allé. Et en plus, il voulait toujours savoir ce qui se passait entre moi et les filles du service. You and Kimberly. Je le vois, ton manège, mon petit salopard. No, seriously, are you guys boom bada boom bim bim? Malheureusement pour John et pour moi d'ailleurs, il se passait absolument rien. Bon, ça c'était John. Mais la personne que j'ai préférée à New York, celle qui restera dans mon cœur pour le restant de mes jours, c'est Carl Schmitt, Carlito, mon coloc. Dès que j'ai rencontré Carl, j'ai aimé Carl. Sa manière de parler, de bouger, de raconter des histoires. Hello, daddy's home. Ah, it's fucking hot out there, I'm sweating my ass off. Je t'ai acheté une chemise, $25. You're welcome. Je passais tellement de temps avec Carl qu'au bout d'un petit moment, je me suis mis à bouger et à parler un peu comme lui. Hein. Hi guys, my name is Simon. Je vais être votre serveur pour la soirée, j'ai des super specials pour vous, messieurs, dames. Ce qui a jeté une petite confusion sur mon orientation sexuelle pendant quelques temps, mais m'a valu de très bons pourboires dans le quartier très branché du West Village. Grâce à Carl, j'ai vécu le plus beau nouvel an de toute mon existence. Saturday, à Brooklyn, il y a une fête de nouvel an. Il y aura très probablement Emma. Elle a demandé s'il n'y aurait pas pour elle un joli jeune homme à embrasser sur le coup de minuit. Tu es invité. You're welcome. Emma, c'était une vedette de cinéma. Du coup, j'étais très, très, très excité. Peu avant minuit, elle s'est approchée de moi. Simon, I hear that you're an actor too. Un acteur, Emma, un acteur, oui. Enfin, non, parce que... Enfin, pas comme vous, quoi. Parce que moi, à part Novecento... Well, il faut bien commencer quelque part. Et au 12e coup de minuit, elle m'a embrassé. Happy New Year, jeune homme, 2008 is gonna be great. Mouah. Depuis ce moment-là, Emma m'appelait de temps en temps. Simon. Qu'est-ce que tu dis que nous allions ensemble au théâtre ce samedi?
Avec plaisir, Emma, avec plaisir. Karl, il y a Emma qui m'a invité au théâtre ce samedi. Ooh, look at you, fancy, going to the theater with Emma. Qu'est-ce que tu vas porter? Ce que je vais porter? Mais je sais pas, Karl, moi je pensais à ce pantalon-là, et puis à la chemise que tu m'as offerte. No, of course not. This pants doesn't work with any shoes. Nothing works. I hate it. On va aller faire des achats, toi et moi. We're gonna go shopping. I'm gonna make this, all of this, fabulous. Fabulous. C'est comme ça que je décrirais les petites fêtes qu'on se faisait, Karl et moi, dans le salon. Juste tous les deux. On buvait des litres de Corona et on dansait sur de la musique des années 80. Avant que je me fasse mal à la cheville, ça c'était les balais Béjart. C'est faux, Karl et moi, on dansait comme des pommes de terre, en robe des champs en ce qui me concerne. Mais on s'amusait bien. Tellement bien, en fait, que ça m'a fait rater un événement historique. Le 4 novembre 2008, j'avais décidé d'aller à Times Square où des milliers de personnes s'étaient réunies pour faire la fête au cas où Obama était élu. Mais Karl a réussi à me convaincre de rester plutôt avec lui dans le salon, de regarder les élections à la télévision, en buvant des Corona, évidemment. Et à 23h, quand les résultats sont tombés, la Corona a laissé place au champagne, champagne for everybody, Obama is president. De quoi me fabriquer une sublime gueule de bois. Le lendemain matin, en me réveillant, je me faisais les recommandations d'usage. Des cuites comme ça, t'en prendras plus. On y croit toujours sur le moment, c'est ça qui est génial. Tu vas te calmer, le lac dans ton ventre va se calmer. Quand le téléphone a sonné, « Oh, mais t'as vu, c'est Obama qui a gagné. Non, mais c'est complètement fou, c'est complètement dingue. Ils ont montré des images à la télévision des villes aux États-Unis. Il y avait des gens partout dans toutes les rues qui faisaient la fête, c'était complètement incroyable. Et ils ont même montré Times Square. Et je t'ai vu !» Toi, tu m'as vu, moi, à Times Square, c'est ça? Oui, ça a dû être complètement fou. C'était assez fou, ouais. Dis donc, Chipelou, il faudrait que je te dise quelque chose. Hein. Moi, je trouve que dans ton spectacle, tu m'imites pas tellement bien. Hein. Franchement, quand je parle, on dirait une mauvaise imitation de Marie-Thérèse Porchen et Berthollet. Oui, bah c'est vrai, maman, je ne t'imite pas très bien. Ça valait bien la peine de te payer toutes ces écoles de théâtre. Là, dans mon lit, je me suis dit, j'ai 24 ans. À 24 ans, Leonardo DiCaprio a tourné dans Titanic. Moi, j'ai même pas tourné dans John et les Chinese Ladies. Il faut vraiment que je fasse quelque chose. Heureusement, ce soir-là, je voyais Emma. Samantha. Tu es si différent des American Boys. Si sensible. Tu me touches de tant de manières différentes. Emma, I love you. No, you don't. No, you don't. C'est juste du désir, juste toute cette sève juvénile qui bouillonne dans tes veines. Juste du désir, pas de l'amour. Par contre, maintenant, mets-toi nu et fais-moi l'amour. Bien, madame. Le lendemain matin, en me réveillant à côté d'Emma, tout allait pour le mieux. Samantha. Merci pour hier soir. C'était tout à fait attendrissant. Go now. This is au revoir, Samantha. This is adieu. Emma, I love you. No, you don't. No, you don't. J'ai 40 ans et toi, à peine 24. Petit garçon, rentre à la maison. Sois un acteur en français. Ne te perds pas ici à New York. Emma, I love you. Oh! T'as pas autre chose que I love you à me dire? Écoute, je suis en train de te dire un truc important. Ok, pardon. Du coup, je vais y aller, alors adieu. One last thing. Tu me fais rire. Peut-être que tu pourrais faire un one-man show or something. Ouais, voilà, je manque un petit peu de recul sur le truc, si tu veux. Mais je vais y réfléchir, ouais. Adieu. Après 3 ans et demi à New York, je suis rentré à Apple.
Ne riez pas trop, mort, j'ai pas immense non plus, hein. Et là, après quelques semaines, je suis tombé sur Jean-Jacques qui s'énervait dans le couloir. Ça, j'arrête de machin. Rappelez. Jean-Jacques jouait dans la troupe de théâtre du village, du chœur mixte du village, acteur pas dénué de charisme, mais là, il n'y arrivait plus. Il n'arrivait plus à retenir son texte. Moi, j'arrive plus avec ce machin. Je me demande s'il ne vaudrait pas mieux que ce soit toi qui... que je joue à ta place, papa. C'est ça! Alors, en partant à New York, j'avais pas forcément comme ambition de jouer dans la Belle Rombière avec le chœur mixte d'Apple à Chania et à Sonarclan. Mais sauver la mise de mon père après tout ce qu'il avait fait pour moi, ça me remplissait de fierté. Et puis finalement, cette Belle Rombière, ça a été sacrément bonnard à jouer. On a eu un plaisir! Et puis j'ai mis 10 ans, mais j'ai fini par écouter Emma, on est là. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. Il te faut chanter en français, nom de bleu. Tu comprends que moi l'anglais, je le comprends pas, alors bon. Ce sacré José s'est encore fait choper. Dire qu'on a failli le tuer. José, José. Simon, sweetie, sweetheart, baby, gorgeous. This is New York, New York, right? You gotta sing it in English. Come on! I wanna wake up in a city that doesn't sleep and find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little town blues are melting away. I'm gonna make a brand new start of it in all New York. Super, Chiploum, écoute, t'aurais carrément pu chanter dans le Recento. If I can make it there, I'm gonna make it anywhere. It's up to you, Marge. New York, New York. Ouais, alors c'est bien, je dis tout ça, mais finalement, comédien, ça sert à quoi?